On faisait des missions, on s'entraînait avec les SR-71 qui étaient basés en Grande-Bretagne. Il remonte et au bout de 3 secondes, bam, il m'explose à la figure. Bon, j'ai senti l'onde de chaleur sur mon visage. Par contre, c'est une flèche. C'est un avion qui adore les vitesses très élevées. D'ailleurs, j'ai des expériences de vitesse que je ne peux pas avouer. Mais juste avant d'attaquer un voyage dans le temps qui va nous amener à profiter de l'expérience de Christophe sur une multitude de générations d'avions, eh bien je vous propose de découvrir notre partenaire Conflict of Nations, qui est un jeu gratuit qui est accessible sur ordinateur mais également sur votre téléphone portable, qui peut vous permettre de jouer contre 128 autres joueurs en reprenant la carte du monde et en incarnant un pays, et vous allez devoir justement développer votre nation au travers les différentes technologies, nouer des alliances et ainsi survivre ou développer votre pays. Vous avez des centaines de véhicules disponibles. Vous pouvez par exemple développer des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des hélicoptères d'attaque, des hélicoptères de transport, des chars, des tanks, des troupes aéroportées ou non. Et ce sera à vous de définir la politique, la stratégie et ensuite de confier la tactique à vos hommes. Vous l'aurez compris, ce jeu peut vous aider à mieux comprendre tout simplement comment fonctionne la vision macro d'un conflit, peut vous aider à mieux comprendre toutes les difficultés logistiques, toutes les difficultés de maintien du moral pour votre pays. Et grosse particularité de ce jeu, il est en temps réel. Vous avez donc des parties qui peuvent s'étaler durant des semaines. Dans tous les cas, juste en dessous, on vous a mis un lien. Vous pouvez avoir 13 000 gold et un mois d'offres premium en cliquant sur ce lien. Profitez-en, ce n'est valable que pendant 30 jours. À bientôt peut-être dans une partie, parce que personnellement j'aime bien y jouer dans le train ou à l'aéroport. Christophe Bailly a servi dans l'armée de l'air durant 16 ans. Entré en décembre 75, il sera macaronné sur T-33 en novembre 78. En 91, il passera à l'aviation d'affaires en pilotant pendant 4 ans le SN601 Corvette au Bourget. Il consacre ensuite 25 années de sa vie au vol long courrier sur 747 et A330 à Corsair. En 2016, il sera même le présentateur en vol du 747-400 au meeting de la Ferté-Alais, terrain où il pilote des Warbirds, mais ceci sera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, Christophe va nous livrer ses souvenirs sur Mirage F1, mais pas que. Et pour accueillir un tel retour d'expérience, le Musée de l'air et de l'espace nous a fait l'honneur de nous ouvrir ses portes. Profitez bien. Donc on est dans une maquette de Mirage F1C, un appareil que j'ai eu la chance de faire au sein de la 12e escadre de chasse basée à Cambrai, de 12 Picardie, escadron de 12 Picardie. Donc F1C, il y a le F1C et le F1C 200, sont les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est ravitaillable en vol et l'autre qui ne l'est pas. Alors pourquoi 200? Il y a peu de gens qui le savent, c'est 200 mm. C'est-à-dire que le F1C 200 fait 200 mm de plus en longueur que le F1C tout court, pour permettre de mettre la perche de ravitaillement en vol, qui est sur le côté droit, et permettre de ravitailler l'avion. C'est un intercepteur, alors au départ ça a été sorti comme un intercepteur pur. Il a été décliné ensuite sur une version F1CT, F1SR d'abord de reconnaissance, F1CT d'attaque au sol. Et c'est un avion qui est vraiment, j'ai eu donc la chance de faire du Mirage 3 avant, une belle évolution du Mirage 3. D'abord, il y a un radar Cyrano 4 qui est nettement plus performant que celui du Mirage 3, où en dessous de 2,5 degrés positif, on ne voyait absolument rien. Là, il a une certaine capacité de vue et de tir vers le bas. Donc c'est pas encore vraiment ce qu'on appelle les radars look down, shoot down, où on peut tirer un missile vers le bas. Je crois qu'on pouvait le faire quand même, mais je me souviens plus trop. Mais enfin, il y avait déjà des capacités nettement meilleures. C'était vraiment une portée supérieure, c'était vraiment une belle évolution par rapport au Mirage 3. Alors c'est un avion qui est très long, qui est assez lourd et qui a une toute petite aile. Surface à l'air du Mirage 3, 35 mètres carrés. On est passé au Mirage 2000 avec une surface à l'air de 45 mètres carrés. Le Mirage F1 a une surface à l'air de 25 mètres carrés. Et en configuration lisse avec le pilote, le plein de carburant, il fait 11 tonnes 2. Donc divisé 11 tonnes 2 par 25, et vous allez trouver 448.
Donc il a une charge à l'air de 450 kg au mètre carré, ce qui est vraiment énorme. Donc cet avion, en définitive, ce n'est pas un avion de dogfight, un avion de combat tournoyant. Alors il a l'évolution, c'est pas un Delta comme le Mirage 3, il a donc des volets et des becs, y compris les becs sont utilisables en combat. Donc il vole à des vitesses, d'abord il décroche classiquement, et puis ensuite il vole à des vitesses inférieures pour ce qui est de l'atterrissage. Il manœuvre pas trop mal, mais en définitive, il y a trop de charge à l'air, il n'y a pas assez de surface d'aile pour que ce soit vraiment un avion hyper manœuvrant. Par contre, c'est une flèche. C'est un avion qui adore les vitesses très élevées. Je me souviens qu'en basse altitude, d'ailleurs on en a fait, comme je l'ai dit, un F1CR, un F1CT, et c'était pas mal du tout. Plein pot moteur, en plein gaz sec, c'était 8460 tours, comme le Mirage 3. Et je me souviens qu'en lice, en basse altitude, on mettait 8000 tours, donc on était encore à 460 tours du plein gaz, et on maintenait 600 nœuds. 600 nœuds en basse altitude, et on n'était pas plein gaz, pas avec la post-combustion. D'ailleurs, j'ai des expériences de vitesse que je ne peux pas avouer. Mais je peux vous dire qu'en pleine post-combustion, au-dessus de la mer, on peut aller extrêmement vite, extrêmement vite. Il y avait plus de pétrole, 4230 litres en interne par rapport aux 2730 du Mirage 3, donc plus d'autonomie. Et puis la version C200, donc, qui était ravitaillable en vol, qui permettait d'être déployé en Afrique. Moi, je n'y suis pas allé, mais mon escadron y est allé. Donc déployé en Afrique pour les missions extérieures. On voit sur cette maquette que c'est quand même... Il y en a partout. Il y en a partout. Donc on parlait tout à l'heure sur une vidéo précédente également du nombre d'obus de 30 mm qu'il faut mettre dans un avion pour le détruire. Et là, on se rend compte que, où que ça tape, à peu de choses près, ça va faire mal. Les obus RR sont les obus qu'on appelle OMEI, O-M-E-I, ce qui veut dire obus mine explosif incendiaire. Donc c'est un obus qui rentre dans l'avion et qui explose avec un certain effet retard, l'effet mine, et qui explose et qui met le feu. Donc imaginez 3 obus de 30 mm qui touchent à peu près n'importe où sur cet avion-là, ça fait du dégât. Le moteur était nettement plus puissant que le Mirage 3, 7 tonnes 2 je crois en post-combustion au lieu de 6 tonnes. Mais l'avion était plus lourd aussi, donc ça s'est bien adapté. Et on faisait l'interception, donc en missile on emportait, alors le Sidewinder c'était fini, on pouvait pas l'emporter. Par contre on emportait les missiles magiques, missiles infrarouges. Magique, ça veut dire missile autoguidé d'interception et de combat. J'ai toujours bien aimé les acronymes pas possibles que les ingénieurs réussissent à trouver. Donc missile magique, missile Matra 530 et le Matra Super 530 qui à l'époque était le top du top des missiles. Donc on faisait des interceptions, pas mal d'interceptions en face à face. On faisait des missions, on s'entraînait avec les SR-71 qui étaient basés en Grande-Bretagne et qui descendaient, on va dire, sur un cap à peu près 130-140 du côté de la Méditerranée, on va dire. Donc ils accéléraient au-dessus de la Grande-Bretagne et ils traversaient la France à Mach 3 et 75 000 pieds. Et à Cambrai, on avait comme mission de trouver un domaine de tir, donc de les intercepter et de voir ce qu'on pouvait faire avec le Matra Super 530, il y avait lui qui pouvait faire ça, ce qu'on pouvait faire. Donc c'était très très dur. On va dire que c'était très très dur. Il y avait un domaine de tir, mais qui était extrêmement faible, et l'avion, a priori, le SR-71, évoluait pas, et il nous agaçait pas trop au niveau des contre-mesures électroniques. Mais je pense que s'il avait commencé à faire 30 degrés gauche, 30 degrés droite, avec toute l'électronique embarquée de contre-mesures qu'il avait à bord, ça aurait été difficile à tirer. Mais enfin, on avait trouvé un petit domaine. Les pilotes avaient l'occasion des fois de tirer un missile qu'on appelle bombe de guerre, c'est-à-dire un vrai de vrai. Ça vaut extrêmement cher, donc on n'avait pas toujours l'occasion. Enfin, normalement, dans une carrière, on devait tirer au moins un missile, on va dire. Et ce qui est de marrant, la petite anecdote, c'est qu'il y avait un peu le missile en fonction du recrutement. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans l'armée de l'air, il y avait donc des sous-officiers pilotes. Moi, j'étais breveté comme sergent. Et en fonction du missile, le beau missile, le moyen missile, le très très beau missile, c'est vrai, il faut être honnête, il faut le dire, c'est pas honteux. Eh bien, en fonction du recrutement, on ne tirait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, en tant que sergent-chef, j'avais peu de chance. À l'époque, sur F1, j'étais passé officier. Mais officier hors ça. Donc, je pense que le Super 530, c'était pas pour moi. Par contre, j'ai tiré un 530. Au départ, donc j'étais à Cambrai, on s'est déployé à Orange, et on tirait au-dessus de la Méditerranée, le vent, là, par là. Et le Matra 530 était bien sympathique, mais c'était quand même parmi les premières générations de missiles, et c'était pas très fiable. Donc il y avait deux problèmes. Il y avait le problème du guidage, et il y avait le problème de la suppression de la sécurité tireur. Le missile volait 3 secondes avant de s'armer d'une manière, comment dirais-je, pyrotechnique.
Donc il ne pouvait pas exploser à moins de 3 secondes de vol. Et ça, c'était pour la sécurité du tireur, parce que si on tire et qu'au bout d'une demi-seconde, il explose, ça abat l'avion, évidemment, c'est un peu dommage. Donc l'avion volait 3 secondes, au bout de 3 secondes, il y avait un alignement pyrotechnique, et là, le missile pouvait exploser. Donc moi, je décolle, hop, interception face à face sur une CT-20, domaine de tir, impeccable, chouf, je tire, j'entends chouf qui part, et qui pique vers la Méditerranée. Je me dis, pétard, pas de guidage radar. Et là, il remonte, je dis tant mieux, il remonte, et au bout de 3 secondes, bam, il m'explose à la figure. Et je vous garantis, donc 3 secondes, ça faisait à peu près 1000 mètres. On était bien évidemment en vol, derrière fermé, casque sur la tête, visière fermée, et bien on sent la chaleur. J'ai senti l'onde de chaleur sur mon visage, et pourtant c'était pas un missile qui faisait 25 mètres de long. Hein. Alors j'ai barriqué pour éviter la boule de feu, et après on m'a dit, au retour, on m'a dit, est-ce que tu as vu la CT-20 Je lui ai dit, non, je ne l'ai pas vu. Il me dit, tu as failli rentrer dedans. Parce que quand j'ai barriqué autour, j'ai dû barriquer autour de la cible qui passait en sens inverse. Là, du coup, je l'aurais abattu, mais enfin, je ne sais pas comment je serais rentré. Et pour anecdote aussi, encore la dernière anecdote, je tire, toujours sur ce vol-là, je rentre à Orange, je me pose. On se pose des fois plus ou moins bien. Il y a des fois, on fait vraiment ce qu'on appelle le kiss landing, le baiser. Et là, je jure, ça a été peut-être le plus bel atterrissage de ma vie. Je me suis posé. Alors des fois on dit en plaisantant, allô la tour, confirme-moi que je suis posé parce qu'on n'a même pas senti l'impact. Mais c'était ça. Je me pose, mais... Et puis à un moment, je dis, ça touche pas. Non. Puis là, il y a le nez qui descend. Donc c'est que j'avais même pas senti le... Bon, je me suis dit, super. Je rentre à l'escadron. Peu de temps après, les mécaniciens m'appellent au téléphone. Il me dit, tu t'es posé comment? Ah, bah, je dis, super. Enfin, bon, hein. Il me dit, parce qu'il y a 4 roues sur le train principal, 2x2. Et il y en avait une qui avait explosé littéralement. Donc des fois, on dit, alors il m'est arrivé de me poser par contre affreusement mal, quel que soit le type d'avion, où le pneu n'avait pas bougé une seule seconde. Et là, sur peut-être le plus bel atterrissage de ma vie, il y en a un qui a explosé complètement. Je ne sais absolument pas pourquoi, il n'y a pas d'explication, en tout cas moi je ne l'ai pas. Donc c'était un peu l'anecdote du 530. Les Israéliens en ont eu pas mal pendant la guerre des 6 jours. Ils en ont tiré pas mal, mais avec un taux de succès, je crois que, pour être honnête, il y avait... C'était 50% de chance, quoi. 50% de chance. Ils ont eu des victoires, des fois, sur des avions adverses, où le missile était tiré, l'adverse voyait qu'il était tiré au missile, et il s'est dit, je m'éjecte parce que je vais me faire descendre. Et il y a eu plus de victoires, on va dire, par éjection, ou par manœuvre extrêmement violente au niveau du sol, où du coup, l'avion, éventuellement, décrochait sous le facteur de charge et se crachait, plutôt que de victoires réellement par explosion du missile, parce que, bon, on a fait beaucoup mieux après, mais le 530, c'était quand même quelque chose. C'est un avion qui décroche, contrairement au Mirage 3, on en a parlé déjà 2 fois. C'est un avion lourd, on en a parlé aussi, chargé à l'air, on en a parlé encore. Donc ce n'est pas des avions qui sont faits pour se déplacer à 100 nœuds, par exemple. Hein, donc toujours pareil, rigueur. De toute façon, en aviation, en général, quelle que soit, même l'aviation d'aéroclub, rigueur. Il n'y a jamais de vol facile, il n'y a jamais de vol où on peut partir comme ça en se disant « je fais n'importe quoi et ça passera ». Mais sur ces avions-là, encore moins. Donc, respect des vitesses, conscience du décrochage. J'ai aussi encore une anecdote triste, hélas, sur Mirage F1, où il y a un jeune pilote qui venait d'arriver, tout juste, c'était son 2e ou 3e vol, je crois. Il avait comme leader le commandant d'escadron, d'ailleurs. Ils ont fait des évolutions, tout ça, et puis il a fini par décrocher. Donc il a décroché, il a rattrapé l'avion, mais il a fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire une ressource extrêmement violente. Donc décrochage dynamique, il est reparti en décrochage, et il en a fait 2, 3. À la fin, bien avant, de toute façon, le leader n'arrêtait pas de lui hurler « éjection, éjection, éjection ». Il a traîné, il s'est éjecté beaucoup trop tard en dehors du domaine et il s'est tué. Après 2 ou 3 décrochages secondaires. Donc ce sont des avions, comme je l'ai dit, rapides, lourds, peu sustentés malgré tout, même s'il y a des becs et des volets. Donc on fait attention, et c'est pareil, si on basse altitude, on est à 600 nœuds, 100 pieds, et qu'on break à 7 G5, on a toutes les chances que ça se passe mal, d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc c'est pas un avion de voltige. Hein. Le F1 est le dernier avion de l'armée de l'air avec des commandes de vol classiques. Il n'y avait pas de commande de vol électrique, ça a été pour le successeur, le Mirage 2000, les premières. Donc le problème, c'est que le domaine de vol n'était pas tellement protégé. Donc comme je le disais peu de temps avant, vous preniez 600 nœuds au ras du sol, vous mettiez le manche en butée, et là, la limitation, c'était 7G5, il me semble, ou 7G33, je ne me souviens plus, enfin à peu près dans ces eaux-là.
Et là, ça le dépassait complètement, donc on cassait l'avion, on tuait le pilote, on risquait de perdre connaissance surtout, alors que les avions d'après sont protégés au niveau du domaine de vol. Un Rafale à 600 nœuds, on part en virage, on met le manche en butée, il prend 5 G5. Donc on ne risque pas de tirer 12 G, c'est très très bien, ça protège le pilote évidemment, sinon on peut se tuer facilement. Donc c'est pareil, il faut toujours faire attention au domaine de vol. On dit bon, le 7G33 de mémoire, le facteur de charge maximum, il faut faire attention à ne pas le dépasser et il n'y a pas un calculateur qui va vous dire stop, il faut arrêter là. Ce qui n'a pas été le cas après avec le Mirage 2000. J'ai eu la chance de faire du Mystère 4, puis du Mirage 3, puis du Mirage F1. Et j'ai eu l'occasion de faire, je n'ai pas été transformé sur Mirage 2000, mais j'ai eu l'occasion de faire 2 vols en place arrière sur 2000, un vol d'interception basse altitude avec le radar, et un vol de voltige, on va dire, assez classique. Et j'ai pu constater la différence de ces avions qui, à la fois, c'est merveilleux parce que c'est protégé, donc on peut faire entre guillemets n'importe quoi avec les commandes. Il y a un moment où le calculateur va dire stop, moi je ne sais plus faire, ou en tout cas on m'a dit de m'arrêter là. Et c'est quand même un grand progrès au niveau sécurité des vols par rapport aux avions classiques. Donc ces avions, pour conclure, on va dire un petit peu, j'ai eu l'occasion de voir un tout petit peu ce que c'était une interception basse altitude en Mirage 2000 avec un radar performant. Et quand je compare le système d'armes, j'aime bien comparer la difficulté de pilotage de l'avion, le système d'armes, entre Mystère 4, Mirage 3, Mirage F1, Mirage 2000. À chaque fois, on passe d'avions qui sont archi-classiques, difficiles à piloter, avec peu d'assistance, et un système d'armes, par contre, relativement archaïque. En tout cas, je parle du Mystère 4, ça c'est sûr. Il y a eu un bond avec le Mirage 3, il y a eu un bond avec le Mirage F1, il y a eu un bond avec le Mirage 2000. Je ne connais pas le Rafale, mais je sais qu'il y a eu un bond avec le Rafale. Donc on a tendance à raider sur des avions qui sont un peu plus faciles à piloter, mais par contre beaucoup plus complexes au niveau du système d'armes. Donc je pense qu'à l'époque, on pouvait permettre, il y avait ce qu'on appelait des abonnés guerre, c'était des gens qui étaient dans les états-majors qui venaient faire 15 ou 20 heures d'avions de chasse par an. Donc comme c'était des bons manœuvriers et que le système n'était pas trop compliqué, ils savaient piloter l'avion, et puis le système d'armes n'était pas trop complexe. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant sur Rafale. Si quelqu'un peut se permettre de faire 15 heures par an, il va certainement piloter l'avion, mais par contre, je pense qu'au niveau du système d'armes, et si on lui demande d'utiliser un petit peu tous les modes, ça ne devrait pas être la même chose. Voilà, donc c'était un bref exposé du Mirage F1 qui était un bon avion, mais vraiment chargé à l'air, petite aile, mais c'était une flèche. Encore une fois, c'était une flèche, c'était le F-104 français, on va dire. Et n'oubliez pas notre partenaire Conflict of Nations, un jeu gratuit en player versus player, accessible depuis votre ordinateur ou depuis votre téléphone portable. À vous de choisir votre politique, votre stratégie, nouer des alliances, et pour bien commencer avec 13 000 gold et un mois de souscription, eh bien c'est juste en dessous. Vous avez ce lien qui va fonctionner pendant 30 jours. À très bientôt. Fight safe.